Bienvenue sur le podcast de l'UNOCEL. Le label qualité des colonies de vacances, voyages scolaires et séjours linguistiques. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'UNOCEL. Cet épisode est un peu différent des autres. Nous avons eu la chance de recevoir Yannick Bestaven lors du congrès de l'UNOCEL à La Rochelle le 20 novembre 2025. Nous avons enregistré sa conférence ainsi que les échanges qui ont suivi. Cet épisode a été réalisé à deux voix, Isabelle Favreau, présidente de l'UNOCEL, et moi-même. Très bonne écoute. Dans le cadre de son POC Prospective, l'UNOCEL s'est penché sur un paradoxe dans l'organisation des séjours éducatifs. Comment trouver le bon équilibre entre des règles de sécurité toujours plus strictes et la vocation première de ces voyages, offrir aux participants liberté, découverte et autonomie. Parce qu'on peut se demander si à force de multiplier les protocoles et les contrôles, est-ce qu'on ne risque pas finalement de faire perdre au séjour éducatif leur essence même, celle qui réside justement dans l'imprévu, la spontanéité et l'aventure. Pour nous aider à prendre un peu de recul sur cette question, nous avons le plaisir de recevoir le local de l'étape, Yannick Bestaven. Skipper, vainqueur du Vendée Globe 2020-2021, ingénieur de formation, chef d'entreprise, cofondateur de What & See, vous incarnez parfaitement cette idée d'aventure, de prise de risque et d'innovation. Nous espérons que votre parcours et votre regard nous offriront des parallèles inspirants avec les enjeux de nos métiers. Merci pour ces images. En vous regardant, on peut se demander si vous vivez ça comme une haute performance sportive et technique, ou est-ce que c'est fondamentalement une aventure ? Bonjour à tous. Ce Vendée Globe là, Couraré là, c'est courage en argentin, parce que je me suis resté à Ushuaia et c'est vrai que les locaux nous ont beaucoup aidé à réparer le bateau et m'ont souhaité beaucoup de courage pour repartir en solitaire hors course. Et autant j'ai connu la victoire en 2021, autant là je rejouais la gagne, j'étais dans le bon groupe de tête avant de casser. J'étais 5e, 6e, enfin ça bataillait devant quand j'étais en compétition et c'est vrai que cette compétition s'est transformée en aventure. Et des fois, je crois que dans le sport de haut niveau, on oublie, enfin sur le Vendée Globe, on oublie de parler de l'aventure que ça représente de faire le tour du monde en solitaire. Surtout que maintenant, on est à des niveaux de compétition qui sont très poussés. Mais je pense qu'avant d'être une compétition, c'est une sacrée aventure, le Vendée Globe. Et moi, j'aurais vécu la victoire et le côté hors course, aventure, réparé à Ushuaia. J'ai eu les deux côtés un peu de la médaille. Et c'est pour ça que je dis souvent que le Vendée Globe 2024-25, pour moi, me laissera un aussi bon souvenir que le 2021 où j'ai gagné, quoi. Et vous êtes en solitaire sur bateau, mais sur l'édition précédente, c'était aussi une aventure humaine parce que vous avez dérivé pour aller récupérer Kevin Escoffier. Oui, il y a eu cet épisode-là. C'est vrai qu'avec ce temps compensé, tout ce qui a été l'accident de Kevin Escoffier, ça a été un imprévu. Moi, c'était la première fois que je naviguais dans les mers du Sud. C'était au tout début de l'arrivée après l'Afrique du Sud. Et quand l'organisation nous appelle pour nous dire que Kevin Escoffier a coulé et qu'il est dans son radeau de survie, là la course elle prend une toute autre dimension et c'est vrai qu'on est 4 marins, Jean Le Cam, Maurice Herman, Seb Simon et moi-même à mettre la course entre parenthèses et à faire demi-tour pour aller sur zone pour essayer de sauver Kevin, quoi. Donc là aussi on a vécu l'aventure. Vous parliez d'aventure, mais comme on vient de voir, en fait elle n'est pas égoïste cette aventure, même si ça vous a interpellé. C'est pas qu'une victoire individuelle, c'est un travail d'équipe. Comment est-ce que vous le préparez en amont et comment est-ce que vous arrivez à responsabiliser, à faire confiance aux équipes ? Ça c'est vrai que c'est hyper important parce qu'on parle beaucoup de courses en solitaire, sans assistance, sans ci, sans là. Mais pendant 4 ans, moi dans mon équipe on est 15 personnes à travailler tous les jours, voire parfois même jour et nuit, pour mettre au point des bateaux qui sont complexes comme celui-là. Donc il y a des ingénieurs, il y a des techniciens. Il y a aussi, moi je travaille avec des préparateurs physiques, préparateurs mentaux, des attachés de presse, il y a vraiment plein de monde qui nous entoure et donc on est loin d'être tout seul. Donc on a la casquette de sportif, mais on a aussi la casquette de chef d'entreprise et de management. Il faut manager les gens, il faut challenger les gens et c'est eux qui nous amènent au plus haut niveau. Souvent moi je me compare à un médecin. Moi je suis un médecin généraliste et je suis entouré de plein de chirurgiens qui sont des spécialistes dans leur spécialité et je me nourris de leur savoir-faire pour être meilleur, apprendre et pour essayer de gagner. J'ai jamais dit je suis le meilleur parce que c'est pas vrai. Il y a plein de sujets, nos bateaux ils sont bardés d'électronique, d'informatique, on a de l'intelligence artificielle à bord aussi.
Enfin, il y a plein de sujets qui sont très complexes, et en fait, c'est grâce à eux qu'on arrive à mettre ces bateaux-là au poids. Et aussi, ce dont je parlais, c'est la délégation de pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance à ces équipes. Moi, si la veille du départ du Vendée Globe, par exemple, je vais aller vérifier chaque point par point de tout mon bateau, déjà, ça va me prendre énormément de temps. Donc, ça va être du temps de cerveau que je ne vais pas garder pour moi pour me reposer et préparer ma course, ma météo et mon départ Vendée Globe. Donc, je suis obligé de faire confiance. Et c'est pour ça que c'est important de savoir les compétences de chacun pour savoir quel degré de confiance je peux mettre et quelle responsabilité dans chaque dossier ils peuvent avoir, quoi. Mais c'est vrai que moi, sans mon équipe, je suis rien. Et j'ai dit souvent, moi, quand j'ai gagné le Vendée Globe, je l'ai gagné grâce à tous ceux qui ont bossé avec moi, quoi. Moi, j'aime beaucoup le rugby. On est dans une terre de rugby ici à La Rochelle. Et moi j'ai marqué l'essai final, alors que derrière, tous, ils ont poussé, préparé le bateau pour qu'il soit fiable et qu'il m'amène au plus haut niveau et le plus loin possible, quoi. Et justement, par rapport à la préparation en amont, on a tous l'angoisse de l'imprévu, la gestion de l'imprévu. Comment vous faites en sorte que cet imprévu devienne acceptable ou soit prévisible en tout cas? Ouais, c'est assez particulier parce qu'on essaie de prévoir tous les imprévus, ce qui est déjà complètement bête parce que c'est pas possible. Mais on imagine plein de cas de figure, d'accidents possibles, de casses possibles, parce qu'il faut savoir que sur nos bateaux, le poids a une énorme importance. Et on amène quand même des pièces de rechange. Donc des fois, il faut faire des choix. Qu'est-ce que je vais amener comme pièce de rechange? Qu'est-ce que je ne vais pas amener? Qu'est-ce que je vais prioriser? Et donc du coup, on s'imagine, avec l'expérience aussi, on sait ce qui peut casser, ce qui peut avoir... Bon là, pour preuve, je me suis un peu raté parce que la pièce qui a cassé, je ne l'avais pas en rechange sur le système de barre. Mais donc on essaie de prévoir tous les cas de figure. Ça, c'est pour la partie technique du bateau. Par exemple, pour préparer aussi la nourriture du bord. J'avais travaillé avec une diététicienne et on avait dans le chantier que vous allez voir cet après-midi, on avait fait toute la carte du tour du monde pour savoir chaque jour précisément où j'allais être, pour adapter les calories que j'allais manger chaque jour en fonction du climat et de la météo. C'est-à-dire dans les zones chaudes, vous ne mangez pas la même chose que dans les zones froides. Donc j'avais des paniers repas qui étaient tout calculés, c'était 3500 calories dans les zones chaudes, 4500 ou 4000 calories dans les zones froides. Et tout ça, ça avait été prévu aussi. Donc tout était bien organisé et prévu. Néanmoins, on sait que lorsqu'on largue les amarres au Sable d'Olonne, on va vivre des scénarios qu'on n'a pas prévus. Et qu'il va falloir tout le temps s'adapter et se réadapter. Et cette partie mentale et psychologique de l'adaptation à l'imprévu, on l'avait beaucoup travaillé avec mon préparateur mental, Eric Blondeau, qui a écrit pas mal de bouquins là-dessus d'ailleurs. Et au début de notre collaboration, tout un été, il m'a envoyé des textos avec que des choses négatives. Aujourd'hui, tu as cassé ça. Alors c'était en 2020, c'était pendant le Covid, tu viens d'apprendre que tes filles ont le Covid, toi tu es dans le Nord du Sud, comment tu réagis, enfin, toujours des trucs négatifs. Alors, il me faisait chier parce que, pardon, excusez-moi parce que c'était les vacances et c'était pas très sympa ces messages. Mais en fait, il adaptait mon cerveau à recevoir des mauvaises nouvelles pour lorsque ça allait arriver, en fait, que mon cerveau ait déjà connu ce cas de figure-là et ne réagisse pas sur l'impulsion, sur l'émotion, sur la surprise, quoi. Donc pour parler de surprise, on essaye d'imaginer tous les imprévus possibles, sachant qu'il faut s'adapter en permanence. Et vous avez une préparation médicale aussi. Vous savez vous recoudre? Ouais, je sais me recoudre, alors pas très bien, mais je sais aussi faire des piqûres sous-cutanées, je sais faire des prises de sang, mais je suis pas médecin du tout, quoi. Donc je ne sais pas très bien le faire, mais il faut savoir que lorsqu'on est loin de tout, au Point Nemo par exemple, à 2-3 000 km de toute côte, on a intérêt à savoir se réparer, se soigner. Il y a eu des exemples, notamment Bertrand de Broc qui s'était recousu la langue, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans des conditions pas possibles. Donc voilà, tout ça il faut l'envisager. Donc ça aussi, ça fait partie des imprévus qui peuvent nous arriver. Néanmoins, on prévoit de pouvoir, pas s'opérer, mais au moins se soigner en cas de gros coup dur. Ouais. Vous parliez de préparation mentale, elle me permet du coup d'encaisser les mauvaises nouvelles, mais aussi, je pense, apprendre à gérer les risques. Et c'est là qu'on touche au cœur de notre problématique d'aujourd'hui, la prise de risque. Et dans votre pratique, vous êtes au quotidien soumis à pas mal de prises de risques. Comment est-ce que vous évaluez la différence entre prise de risque calculée et mise en danger inutile? Ah ouais, c'est compliqué, ouais. Souvent on nous dit vous êtes fou de partir sur le Vendée Globe en solitaire, vous avez des neurones en moins ou en plus que nous, vous êtes pas fait pareil, du même bois. Mais je pense que non, au contraire, dans tout sport extrême, je pense que il y a beaucoup de gens sérieux. C'est-à-dire sérieux, quand je dis sérieux, c'est-à-dire que
On sait qu'on peut mettre notre vie en danger, on sait que ça va être compliqué, donc on essaye justement de tout prévoir, de penser à tout, de se préparer au mieux et de doser cette prise de risque-là. Et le meilleur levier pour doser la prise de risque, c'est la peur. Et la peur, on n'en parle pas souvent, mais la peur, c'est pas une honte d'avoir peur. La peur, elle est bénéfique si elle est bien apprivoisée, et heureusement qu'elle existe pour nous permettre, si moi je vais m'attacher quand je vais sur le pont, si je vais faire attention sur une manœuvre, c'est parce que j'ai peur. Si la veille du départ du Vendée Globe, je dors pas de la nuit, c'est parce qu'il y a du stress, mais il y a aussi de la peur. Et comme j'ai peur, je vais faire attention à moi, à la marche de mon bateau, et je vais, comment dire, des fois, plutôt que d'être poigné dans le coin à tout casser, je vais peut-être un peu ralentir. À haut niveau, on sait tous aller très vite avec nos bateaux. Et ce que je dis, c'est pour être un champion, il ne faut pas savoir aller le plus vite possible, il faut savoir ralentir au bon moment pour préserver sa machine et ça aussi. Donc la peur, elle est importante et elle fait partie justement dans ces prises de risque, dans ces choix de doser. Après, il y a la prise de risque stratégique, où là, il faut être un peu plus joueur. Moi, j'aime beaucoup jouer en météo. C'est comme ça que je vais le Vendée Globe 2021 d'ailleurs, où moi, je suis tout seul à partir très ouest des Açores. Donc ça, c'est une prise de risque calculée. Parce que j'avais des fichiers météo, je savais, j'avais fait un tableau, une colonne, et je disais, bah, si je te fais ça, là c'est plus, là c'est moins, là c'est plus, là c'est moins, là c'est plus, là c'est moins. Et après, avec cette analyse-là, je me dis, bah voilà, il y a plus de plus, et puis tant qu'à arriver, autant tout mettre de mon côté. Moi, à l'arrivée du Vendée Globe, je préférais casser dans les dernières 48 heures que rater le podium, quoi. Donc j'avais, là, la prise de risque, elle était à 100% parce que je visais que la victoire. J'avais été en tête pendant un mois dans les mers du Sud et puis au large du Brésil, cette première place m'avait échappé. Charlie Dalin m'avait redoublé avec 5 bateaux. Donc je voulais récupérer cette place-là et je préférais arriver avec le mal horizontal que de ne pas avoir tout tenté pour gagner. Donc la prise de risque, on la met à différents niveaux en fonction de moments où, voilà, dans les mers du Sud, c'est vrai que j'ai essayé de préserver mon bateau au maximum pour avoir un bateau 100% fiable pour la remontée, quoi. Mais voilà, nos prises de risque, on n'est pas des têtes brûlées, loin de là. On essaie de préserver, de faire attention et d'avoir une stratégie qui fasse que la meilleure vitesse moyenne nous permettra de gagner la course. Ça veut dire que vous êtes aussi capable de changer de stratégie en plein milieu si besoin. Bien sûr, et c'est ce qu'on fait tout le temps. On se réadapte parce qu'on joue beaucoup avec les fichiers météo. Maintenant, on a des bateaux qui sont très rapides. Il faut voir que maintenant, avec nos IMOCA, moi je suis resté pendant 5 jours dans un front dépressionnaire dans les mers du Sud, comme si je surfais une dépression. Et cette vitesse-là qui est dure à vivre à bord de nos bateaux, elle apporte aussi beaucoup de sécurité parce qu'on ne subit plus les éléments climatiques, on arrive à jouer avec. Et maintenant, on a des fichiers météo qui sont aussi très précis, donc on va faire de la stratégie à plusieurs jours, 8-10 jours, et puis au bout de 24 heures, on voit que c'est pas forcément ce qu'on avait prévu qui se passe. Alors en permanence, on se réadapte et on change de décision, on peut changer de route, changer de voile aussi, toujours se pose la question si on a la bonne voile, si on a la bonne vitesse. Donc tout ça, en permanence, on remet. C'est l'art de toujours être capable de se remettre en cause, en fait. Ne jamais être sûr de soi et se remettre en cause en se disant est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai les bonnes voiles, est-ce que je vais à la bonne vitesse, est-ce que je tire pas trop fort sur mon bateau, etc., etc. Une vraie capacité à rebondir. Juste peut-être, pardon l'intervention, repréciser ce que c'est que les mers du Sud. Et effectivement le mal horizontal, je sais pas si tout le monde a compris. Ouais. Mais peut-être redire juste les mers du Sud. Ouais. Alors le parcours du Vendée Globe, pour ceux qui ne connaissent pas, on part des Sables d'Olonne pour faire le tour du monde par les 3 caps. Donc le premier cap qu'on va croiser, c'est l'Afrique du Sud. La ville du Cap en Afrique du Sud qu'on va passer. On le laisse à gauche et on fait le tour de l'Antarctique en fait. Donc c'est ça les mers du Sud, l'entrée des mers du Sud elle est à ce niveau-là. Donc là on entre dans l'océan Indien. Et après on a une zone des glaces pour pas trop aller dans les glaces, dans les icebergs qui nous limitent. Et on continue notre tour en passant par l'Australie, Cap Lewin, qui est le deuxième cap que l'on va passer. Après, on va attaquer après l'océan Indien, l'océan Pacifique. Très grands océans, c'est là où on se retrouve sur le fameux point Nemo, qui est le point le plus éloigné de toute civilisation, puisque je crois que les premières côtes, elles sont à 2-3 000 km. Et l'ISS est à 600 km. On est plus proche de l'ISS en fait que d'une Terre. Et après, on sort des mers du Sud par le Cap Horn, qui est le point le plus sud obligatoire à passer parce qu'il est par 59 degrés sud. Donc on doit descendre jusqu'à 60-61 degrés sud en fait. Et après, on remonte le long du Brésil pour revenir au Sable d'Olonne. Donc les mers du Sud, c'est vraiment toute cette partie qui est sous nos pieds, qui est la partie autour de l'Antarctique, qui est composée de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Voilà. Ça, c'était pour le cours de géographie. Et le mal horizontal, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand le bateau se couche, des fois, nos bateaux, ils peuvent faire des sorties de route, et ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des départs rota, parce qu'une vague
va nous prendre sur le côté parce que le bateau est trop chargé en voile. Et donc il arrive parfois que nos bateaux se couchent sur l'eau avec le mât qui se met à l'horizontale. Donc ça, c'est pas des situations qui sont super agréables. Mais voilà. Quels principaux enseignements ou valeurs retenez-vous de vos expériences, de vos aventures hors normes? Vous me disiez que vous vouliez passer le flambeau aux jeunes, nous ça nous interpelle, parce que c'est nos métiers, notre engagement. Qu'est-ce que vous pourriez leur transmettre? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre en fait? Plein de choses. Moi j'ai la chance de pratiquer un sport qui me passionne, la mer me passionne, les océans me passionnent, et déjà on est dans un contexte naturel. C'est comme, je compare beaucoup nos métiers au métier de montagnard aussi quand on va faire un sommet. C'est vraiment des métiers de nature et où on joue aussi avec les éléments climatiques et on n'a jamais en fait mis le dessus, on n'est pas plus fort que les éléments en fait. On est contraint par les éléments qui nous entourent. Donc ça, il faut avoir beaucoup d'humilité, je pense, et jamais se sentir au-dessus de ces éléments-là. Donc ça, c'est une première valeur qui est importante à apprendre aux jeunes aussi. Et puis dans la transmission, on est dans un sport aussi où il y a le mot sport, mais il y a aussi le mot chef d'entreprise. On a parlé tout à l'heure de management d'équipe. On travaille avec des équipes, il faut les manager. On travaille avec des budgets, il faut savoir gérer des budgets, il faut savoir les attentes de nos partenaires, il faut savoir être bon communicant parce qu'il faut savoir se vendre auprès des partenaires et valoriser leur investissement. Ça, c'est hyper important. Quand vous mettez 1 euro sur la table, qu'est-ce que vous avez en retour de cet investissement-là? Parce que c'est pas, les sponsors, ils ne jettent pas de l'argent par les fenêtres comme ça, c'est qu'ils ont vraiment un retour là-dessus. Il faut que le skipper soit la tête de proue du projet. Moi, pour ma part, avec Maître Coq, j'ai passé des jours et des semaines entières à aller visiter tous les sites de production, aller parler avec les salariés, et amener les salariés sur l'eau avec le bateau. Et en interne, le projet a mieux marché presque en interne qu'en com externe. Et ça, c'est important pour les entreprises. Donc ça, c'est une valeur aussi qu'il faut apprendre aux jeunes qui vont prendre la barre de nos bateaux. Et puis après, il y a toute la dimension, bien sûr, sportive, de compétition, de régate, qu'on apprend dans des classes des premières classes, que ce soit la classe Figaro dont on parlait tout à l'heure, la Mini Transat, toutes ces classes-là. Et donc voilà. Et pourquoi transmettre aux jeunes? Parce que je me rends compte que c'est des projets très complexes d'être au départ d'un Vendée Globe. Pour moi, le Vendée, on parle beaucoup du Vendée Globe, mais c'est 3 mois de course. C'est dur, mais c'est même presque les vacances par rapport à tout ce qu'on a fait en amont. Être au départ, mettre au point des bateaux, trouver les financements, aller les tester, casser, repartir, etc. Ça, c'est vraiment compliqué. Moi, je sais qu'à 26 ans, par exemple, j'étais incapable de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'avais pas les épaules assez solides, parce que j'avais pas assez d'expérience du monde de l'entreprise, de partenariat, de toutes ces choses-là. Et donc l'idée, c'est de transmettre pour être un accélérateur et pour permettre à des jeunes d'arriver au plus haut niveau dans les meilleures conditions possibles, quoi. Et nous, on a l'expérience, on a l'équipe, on a le bateau, on a la victoire, on a déjà gagné. Donc tout ça, si on peut le partager avec les futurs espoirs de la voile, tant mieux, autant le faire, quoi. Merci. Vous avez sûrement suscité des réflexions dans la salle, donc c'est le moment que vous attendiez tous. C'est le moment où vous allez lever la main et poser vos questions avant qu'on puisse ensuite reprendre la main. Mais maintenant, c'est à vous. Moi, j'ai une question en attendant que la distribution de micro. J'en profite, je peux le garder longtemps. Est-ce que vous avez le mal de mer? Non, j'ai pas le mal de mer. Jamais, même quand ça tabasse. Ouais, non, là-dessus, ça va. Ouais. Il y a des marins que je connais, je dirais pas les noms, qui ont eu. Ouais. Cabarly. Oui, je dis pas de nom. Parlier aussi. Vous faites votre aventure en solitaire, et nous, dans nos centres, on accueille plein d'autres personnes. Pour vous, c'est plus l'aventure de le faire en solitaire ou de devoir embarquer des personnes et du coup d'être responsable de ces personnes et d'avoir un vrai rôle de guide en fait et d'être le responsable de tout ça. Comment vous... Moi, le solitaire, c'est une toute petite partie de ma carrière, de ma vie en fait, de sportif, parce que encore une fois, le Vendée Globe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 3 mois, quoi. Et moi, beaucoup de mon temps, je le passe bien sûr avec mes équipes, donc pas tout seul, et je le passe aussi beaucoup avec des collaborateurs de mes partenaires que j'amène naviguer. On reçoit énormément du monde. Par exemple, l'année dernière, on a dû faire 20 sorties en mer et on a dû amener 15 à 20 personnes par jour sur le bateau, donc ça fait quand même beaucoup de monde à gérer au niveau sécurité, bien sûr, déjà. Mais aussi dans des échanges comme ça, expliquer le bateau, comment ça se passe, ce qu'on va faire à bord et tout ça. Donc il y a beaucoup de partage collectif en fait. Il y a pas la part du solitaire, elle est très très faible dans un projet comme le nôtre, quoi. Et nous, notre objectif, c'est d'embarquer le plus de monde possible.
Quand les gens se lèvent la nuit pour aller sur Virtual Regatta jouer ou regarder la position du bateau, et quand la moitié des salariés chez Maître Coq le font, c'est pour ça que je dis que le projet il est réussi, quoi. Quand Maître Coq a décidé d'arrêter la voile, et hier il y avait encore, on a présenté le film Couraré là, qui dure 52 minutes, là, c'est un extrait, vous avez vu, au Festival du film d'aventure, il y avait la directrice de la communication de Maître Coq qui était là, elle disait, ben, c'est plus quoi dire à ses salariés, la voile leur manque en fait. Donc ça c'est génial, parce qu'on les a embarqués dans notre aventure, on leur a fait vivre. Donc en fait, notre sport, c'est beaucoup d'échanges collectifs, quoi. Je voulais savoir quelles innovations technologiques ont le plus changé pour les courses, parce que je crois que vous travaillez sur les foils et que vous avez créé quelque chose, donc est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, moi j'ai créé une société à La Rochelle qui s'appelle Watansi qui fabrique des hydrogénérateurs. Donc hydrogénérateur, c'est des turbines électriques qu'on met à l'arrière du bateau avec des petites hélices qui tournent, qui fait tourner un alternateur, qui fait du courant alternatif, qu'on transforme en courant continu pour charger nos batteries du bord pour être en autonomie énergétique. Donc c'est top parce que c'est du développement durable, c'est de l'énergie renouvelable, hein. Plus on va vite, plus on fait de l'énergie. Donc je suis arrivé en plus à gagner, à démontrer qu'on pouvait continuer à aller de plus en plus vite en utilisant des énergies renouvelables. Parce que souvent on nous dit oui, demain il va falloir s'éclairer à la bougie, il va falloir revenir en arrière, etc. Moi je suis pas du tout avec cette idée-là, puis l'homme n'arrivera pas à revenir en arrière, ça c'est sûr. Par contre je dis aux jeunes, vous avez vachement de chance parce qu'il va falloir se réinventer aujourd'hui, trouver des alternatives, trouver des nouvelles énergies, travailler sur l'éolien, le solaire, l'hydrogénération, enfin il y a plein de sujets qui sont passionnants. Donc j'ai monté cette société et on a commencé à équiper les bateaux de course. Aujourd'hui on équipe 100% des bateaux du Vendée Globe. Mais 80% du chiffre d'affaires, c'est la plaisance. Et ça, c'est aussi intéressant de dire ce qu'on développe en course, comme sur vos voitures, les freins ABS, tout ça, ça a été développé dans les voitures de course avant de venir sur les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. 80% aujourd'hui, donc c'est les bateaux de plaisance qui utilisent des hydrogénérateurs. Et là, on vient de travailler sur 3 projets de cargo à voile. Donc ça aussi, c'est passionnant de voir que maintenant, les entreprises commencent à réfléchir à transporter leurs marchandises à la voile, sur les cargos à voile. Et on a équipé, donc tout ça grâce à la course au large, au départ, maintenant, on équipe les cargos à voile. Donc ça c'est, moi j'ai une formation d'ingénieur et ça m'a toujours plu cette technologie-là. Et sur nos bateaux ont énormément évolué puisque il y a 15 ans de ça on était sur des bateaux à dérive, maintenant on est sur les bateaux à foil. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les foils, c'est des plans porteurs, vous verrez tout à l'heure dans le chantier, c'est des ailes qu'on a sur nos bateaux qui font voler le bateau au-dessus de l'eau. Et le fait de voler au-dessus de l'eau, on n'a plus de frottement sur l'eau et du coup on va beaucoup plus vite. Et les bateaux sont beaucoup plus violents. Donc ça a été une évolution majeure sur nos IMOCA, c'est d'arriver à faire voler les bateaux. Et on a vu dernièrement Charlie Darien qui fait le tour du monde en 64 jours, là où les premiers Vendée Globe, on était à 119, 120 jours, 109 jours. Voilà. Donc on a énormément évolué sur la vitesse des bateaux, tout en améliorant la sécurité, parce que maintenant nos bateaux sont totalement fermés. Donc on est moins exposé, on va dire, que sur le pont. Et néanmoins, on a voulu faire évoluer plus en mettant des plans porteurs aussi sur les safrans à l'arrière des bateaux. Donc moi j'ai voté contre cette règle parce qu'à un moment donné, il faut faire attention à l'évolution technologique et le coût, quoi. Et si nos bateaux coûtent de plus en plus cher, et ben, il y aura moins de marins au départ du Vendée Globe et c'est pas le but non plus, quoi. Donc il faut arriver à raisonner tout ça, l'évolution technologique et le coût en face. Mais c'est vrai que nos bateaux n'ont plus rien à voir avec les bateaux des premiers Vendée Globe, quoi. Oui, j'avais une question. En dehors du coup de la course qui s'est terminée cette année, c'est quoi votre quotidien et est-ce que vous préparez le prochain? Est-ce qu'il faut autant de temps pour préparer déjà la prochaine course? Ouais, alors mon quotidien en ce moment, avec l'arrêt de Maître Coq, et puis moi j'ai annoncé aussi que j'ai arrêté les courses en solitaire pour justement transmettre à des jeunes. Donc mon quotidien, c'est un peu le quotidien d'un chef d'entreprise. C'est beaucoup de dossiers, beaucoup de rencontres d'entreprise, essayer de vendre le projet. Donc je passe beaucoup de temps à essayer de vendre le futur projet. Le futur projet qui va être composé de courses en équipage dont je serai le skipper. Notamment, il y a un tour du monde qui s'appelle l'Ocean Race que j'aimerais faire, qui est l'ancienne Whizbread en fait. Et les courses en double pour former, sélectionner un ou une jeune skipper pour le prochain Vendée Globe à la barre de ce bateau-là. Donc voilà, donc ça c'est mon quotidien, c'est beaucoup de conférences comme aujourd'hui aussi. Voilà, donc je navigue peu en ce moment. Mais j'ai plus ce rôle de chef d'entreprise, d'arriver un peu à commercialiser les futurs projets, quoi. Vous nous avez parlé des cartes météo. Quelle information vous avez? Est-ce que vous avez des routeurs ou pas? Ou est-ce que c'est vous qui décidez en fonction des informations que vous avez de la route que vous allez prendre?
Alors le routage est interdit, et tant mieux d'ailleurs, puisque maintenant on a des moyens de télécommunication, ça aussi dans les innovations, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais il faut savoir qu'aujourd'hui on a la 5G partout dans le monde sur nos bateaux, grâce au système Starlink. Donc Starlink, c'est une antenne satellite qu'a développé un certain Elon Musk, mais qui nous a quand même simplifié la vie sur l'eau. Et du coup, ça veut dire ça que j'ai accès à toutes les informations qu'on a sur Internet à terre, c'est-à-dire que moi j'ai des cartes météo en temps réel, photos satellites, fichiers de vent, cartes des courants, etc., etc. Et je peux jouer avec ça pour faire ma stratégie, quoi. Et donc moi je suis très content de pouvoir le faire tout seul, j'aime pas qu'on me dise où aller déjà. Donc moi un routeur à terre c'est hors de question, et cette règle est là aussi, pareil, pour éviter que certaines équipes aient 10, 15 ingénieurs météo derrière, que ça coûte très cher aussi, et que ça crée pour l'équité sportive ça serait pas très bien, quoi. Donc en fait on a interdit le routage météo sur nos courses, quoi. Vous avez parlé de budget. Actuellement, moi quand je regardais les dossiers pour sponsoriser un Vendée Globe, c'est entre 5 et 10 millions d'euros. Je sais que la classe IMOCA est gérée par les skippers. Vous avez dit que vous ne vouliez pas de plan porteur pour justement limiter les coûts. Il y aura une limite en budget sur cette course? Non, pour l'instant, il n'y a pas. Mais moi, je pense qu'il faut caper les budgets. Je ne mets la personne dans le temps non plus, encore une fois, alors que d'autres sports l'ont fait. Le top 14 en rugby l'a fait. Ils ont capé les budgets des équipes. La Formule 1 est revenue en arrière sur la puissance des automobiles, enfin des voitures, pour pareil aussi limiter les budgets, les accidents, mais surtout les budgets. 24 heures du Mans, je crois qu'ils ont limité les budgets parce qu'il n'y avait plus que Toyota et les autres teams n'étaient pas là. Depuis qu'ils ont limité, maintenant il y a plein de nouveaux teams de course qui sont réapparus. Et je pense que nous, en IMOCA, on doit le faire aussi. Un budget aujourd'hui, moi je suis transparent sur les chiffres, il n'y a pas de souci. Moi je courais jusqu'aujourd'hui avec des budgets de 2 millions à 2,5 millions par an, sur 4 ans. Hors bateau. Avec l'amortissement du bateau, c'est-à-dire que le bateau, il y a un leasing bancaire, donc il y a un loyer tous les mois qui est compris dans ce budget-là. Et aujourd'hui, et moi j'étais dans les gros budgets de l'IMOCA, dans les 10 gros budgets, mais j'étais un des plus petits des gros budgets. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut des budgets de 3 millions d'euros pour essayer d'avoir des bateaux neufs et gagner des courses. Ouais. Donc ça, il faut faire attention parce que les budgets ne font qu'augmenter. Et là, en face, le retour sur investissement, il n'a pas forcément augmenté. Donc si on ne fait pas attention à ça, on va se retrouver au départ des Vendée Globe qu'avec des multinationales. On le voit déjà, des banquiers, des assureurs. Et les PME ne seront pas là. Et c'est dommage parce que les PME, c'est elles qui ont fait quand même la source du Vendée Globe. Il faut qu'elles soient présentes. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on réfléchit aussi à monter des projets différemment. Et on est de plus en plus de skippers aussi à porter des couleurs de fondation. Déjà en RSE pour les entreprises, je trouve que c'est bien de porter un message. Et nous, sur nos voiles, sur nos bateaux, on peut porter plein de messages. Et l'avantage, c'est que ça peut réunir aussi plusieurs sponsors, plusieurs partenaires qui peuvent se partager des budgets. On peut mettre une petite PME à côté d'une grosse entreprise qui soit sur le même projet. Ça donne de l'accessibilité à tout le monde. Et je pense que ça, c'est une solution pour arriver à réunir ces budgets qui sont des budgets importants. Vous connaissez la raison pourquoi Maître Coq a arrêté? Oui, pour 2 raisons. La première, c'est que moi, j'avais annoncé mon retrait mon arrêt de course en solitaire, et que je les ai amenés au plus haut niveau. On a gagné le Vendée Globe. Avec Maître Coq, il se rend bien compte que pour gagner le Vendée Globe, il va falloir encore mettre plus de budget sur la table, avec un nouveau skipper, et que ça faisait 8 ans qu'on travaillait ensemble. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'ils ont levé le pied, parce qu'ils voulaient passer aussi à autre chose, plus de publicité télé aussi peut-être. Donc voilà la raison essentielle de leur arrêt, quoi. Mais ils le regrettent déjà. C'était une collaboration de combien d'années? 8 ans. 8 ans, mais ça fait plus de 12 ans qu'ils sont dans la voile, quoi. Avant moi, ils avaient Jérémy Béou comme skipper. Et voilà, et puis aussi ils ont vu l'évolution, parce que pareil, pour parler de chiffres, moi quand j'ai gagné le Vendée Globe, mon bateau m'a coûté 3 millions d'euros. On a refait un bateau pour le Vendée Globe pour essayer de regagner, il nous a coûté 7,5 millions, et aujourd'hui les bateaux neufs ils sont à 10 millions. Donc Maître Coq il voit bien aussi cette évolution, et beaucoup de PME comme Maître Coq, si on ne fait pas quelque chose, ils vont prendre peur sur des projets Vendée Globe, ce qui serait dommage, quoi. Et l'origine c'était pour sponsoriser, enfin les sponsors c'était des PME bretonnes. Oui, bretonnes, vendéennes aussi, les Sodebo, les Fleury-Michon, toutes ces boîtes-là étaient au départ du Vendée Globe, ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important qu'elles aient accès encore à ces courses et à ces projets-là, quoi. J'ai une question écologique. Je connais pas du tout la voile. Ce moment-là, pour moi, je vois ça comme un sport propre. Donc déjà savoir est-ce que c'est le cas, quelle est votre empreinte carbone quand vous faites
le Vendée Globe et surtout quel est l'état, avec votre œil, des océans? Ouais, l'empreinte carbone, ça dépend des courses. Hein. Si je ramène toutes mes voiles, déjà, j'ai une empreinte carbone qui est plutôt bonne, on va dire, parce que là aussi, j'ai demandé aux organisateurs de mettre des pénalités pour les gens qui... Parce que vous avez vu à l'image, quand je fais tomber ma voile, elle est complètement déchirée sur le foil. En un quart d'heure, je coupe tout, je la jette à l'eau, et puis c'est pas un souci. Moi, j'ai passé 2h30 à la remonter sur le pont. Donc déjà, c'est du temps que je perds. Et en plus, je l'ai fait parce que je ne vais pas laisser... les voiles sont fabriquées avec des fibres de carbone. Une voile de 250 mètres carrés dans l'eau, je trouve que ça fait pas très propre, quoi. Donc j'ai demandé aux organisateurs qu'on mette des pénalités à ceux qui ne ramèneraient pas leur voile. Ça me paraît déjà une première règle environnementale. Après, la classe IMOCA, elle réfléchit beaucoup sur la construction des nouveaux bateaux, à ce que les outillages, les moules qui sont aussi en carbone, pour faire cuire les bateaux à haute température, soient mutualisés le plus possible. Donc on a tout un bilan carbone sur la construction de nos bateaux. Après, il ne faut pas rêver, hein, c'est des bateaux en carbone, c'est des bateaux qui sont difficilement recyclables. Et c'est pour ça aussi que moi j'ai voté contre des règles de trop forte évolution pour que ces bateaux-là puissent être compétitifs sur plusieurs Vendée Globe. Moi je pense que je suis un des derniers Mohicans à gagner le Vendée Globe avec un bateau d'occasion. Le bateau sur lequel j'ai gagné moi, c'était l'ancien Safran de Morgan-la-Gravière. Et je trouve ça bien qu'il y ait des bateaux de deuxième main, voire de troisième main, qui puissent encore gagner le Vendée Globe. Parce que s'il n'y a que le dernier bateau, dernier sorti de l'année qui gagne, ça va être encore l'appel des gros budgets. Et ça veut dire que tous les autres bateaux, on va les mettre à la poubelle. Donc c'est important qu'on y réfléchisse aussi à mettre des réglementations pour préserver le parc de bateaux existants et pour qu'ils soient les plus compétitifs longtemps. Après, c'est sûr qu'on fait de la construction composite, donc on n'est pas non plus parfait. Lorsqu'on se déplace, par contre, on se déplace avec le vent, donc là, on améliore notre bilan carbone. Vous avez à plusieurs reprises parlé de vote de votre part. Dans quel cadre ces votes s'expriment? C'est un mode d'organisation de la course au large? Des classes qui composent la course au large, il y a plusieurs classes. Il y a la classe des multicoques, classe ultime, classe multi 50. Et nous, ce qui gère nos bateaux pour le Vendée Globe, entre autres, ces monocoques-là, ça s'appelle la classe IMOCA. Et la classe IMOCA, elle est composée de coureurs, de chefs de projet, de sponsors. Donc tous ces gens-là ont des voix, donc ils votent des règles ensemble en fait. Donc c'est une association qui régit les règles de course. Alors la limite de ces associations-là, c'est que certains vont voter pour l'intérêt de leur propre projet. Donc on n'a pas forcément tous les mêmes intérêts, ça c'est sûr, mais on essaie de réfléchir au mieux pour limiter l'impact environnemental, pour faire que les budgets ne s'envolent pas, pour faire qu'il y ait le maximum de skippers qui puissent avoir leur chance pour gagner, puisque c'est ça qui fait l'essence même de la compétition. Moi je vais m'intéresser à une course, à un sport, parce que au départ je ne sais pas qui peut gagner, parce qu'il y a peut-être 10 skippers qui peuvent gagner. Si demain les dés sont lancés avant le départ, ça va être moins intéressant à regarder, quoi. Donc notre classe elle essaie de vérifier toutes ces règles-là pour que l'équité sportive soit respectée et qu'il y ait le plus de monde capable de prendre le départ du Vendée Globe. Sébastien, tu as parlé de la propreté des océans, c'est ça? Ah pardon, oui, la propreté des océans, j'ai pas répondu, j'ai parlé que de nos bateaux. Et la propreté, moi je trouve pas que les océans soient pollués en soi, enfin en visible, hein, je parle. Je vois plus de pollution sur nos plages déjà, sur nos côtes, que vraiment en mer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, le réchauffement climatique, on voit bien le Vendée Globe, la limite des glaces n'a fait que évoluer, donc c'est que les glaciers ils fondent, hein, ça c'est sûr. On a vu, moi j'en ai pas vu cette année, enfin j'en ai vu à Ushuaia, mais en mer il y a beaucoup de skippers qui ont vu des icebergs aussi cette année. Donc on sait que la banquise elle se décroche de plus en plus. Donc ça c'est. Et puis surtout ce qu'on observe c'est le creusement des phénomènes météo qui est de plus en plus fort, quoi. On a une très grosse dépression à contourner. Il y en a deux qui sont passés devant lorsqu'on est rentré dans l'océan Indien là. Très très creuse, très très forte. Donc on voit des phénomènes climatiques de plus en plus forts et puissants. Et ça, c'est dû bien sûr au réchauffement des océans. Ça, c'est sûr que je crois que l'océan Atlantique a pris 1 ou 2 degrés de plus, 1 degré, je crois. Et on a vu des cyclones cette année qui étaient très puissants. Et ça va pas en s'arrangeant, ça, c'est sûr. Vous avez dit tout à l'heure que vous alliez devoir choisir un skipper ou une femme ou un homme pour votre bateau. Sur quels critères avez-vous des prérequis? Parce que je crois aussi qu'en aparté, vous avez dit que vous aviez beaucoup de demandes. Donc comment vous faites le choix? Est-ce que c'est par rapport au classement? Je ne sais pas. Ouais, j'ai plus de demandes de skippers que de sponsors en fait. Je vais essayer d'équilibrer le dossier.
Mais oui, ça va déjà par rapport aux compétences. Alors il y en a, j'ai des garçons, j'ai des filles. Moi j'aimerais mettre une fille plutôt parce que il y a de plus en plus de filles qui arrivent à la course au large et je trouve ça bien. J'en ai une dans le collimateur, j'en ai deux dans le collimateur, dont une qui est championne de France de course au large, qui s'appelle Charlotte Yvain, qui est remplaçante chez Massif, mais je ne comprends pas qu'elle soit que remplaçante. Elle a quand même fait deuxième à la solitaire du Figaro, et c'est la première femme devant tous les hommes à être championne de France et le classement général sur toutes les courses au large de cette année. Donc je trouve qu'elle mérite d'avoir la barre pour un bateau pour le prochain Vendée Globe, parce qu'elle est capable de le gagner. Donc voilà, donc c'est des profils comme ça que je recherche, parce que moi je cherche la performance sportive bien sûr, mais aussi la jeunesse, et voilà. Et je ne serai pas tout seul à choisir, parce que l'idée c'est de choisir avec les partenaires et les sponsors, parce qu'il faudra aussi que le skipper, comme je disais tout à l'heure, sache parler des marques ou de la marque qu'il représente, soit un bon communicant, donc tout ça, ça fait partie aussi de la sélection. Je suis disponible. Qui ça? Ah ben parfait, voilà. On va envoyer pour sponsoriser ou pour courir? Non, pour participer. Ah ouais, c'est bien. Dans toutes les mers que vous avez traversées, laquelle est pour vous la plus dangereuse? C'est marrant parce que les plus dures c'est les mers du Sud, mais c'est celle que j'ai préféré le plus, quoi. C'est marrant ce côté un peu. Moi je me suis fait 2 Vendée Globe et on le voit sur mes vidéos, à part quand j'ai cassé là, mais je me suis éclaté dans les mers du Sud. C'est un endroit qui est magnifique déjà, c'est un endroit j'ai rêvé d'aller y voir à quoi ça. Je lisais les récits de Christophe Auguin à l'époque ou Tito Lamazou. Et dans ces mers du Sud, je dis souvent que tout est XXL. Les vagues elles font le tour de la planète sans jamais s'arrêter. On a des vagues qui peuvent être assez grosses. Donc de la grande houle, on a des fortes dépressions, mais on a aussi une luminosité très particulière. Quand plus je descendais sud vers la limite des glaces, il faisait la nuit durait à peine 3 heures, avec des couchers, des levées de soleil qui étaient juste magnifiques. Les oiseaux, j'ai jamais vu des oiseaux aussi grands que dans les mers du Sud, les albatros qui suivent le bateau, qui font 3 mètres d'envergure. Enfin, ouais, tout est XXL dans les mers du Sud, et puis le fait de savoir qu'on est loin, qu'on n'a pas le droit à l'erreur, qu'on est loin de tout. Il y a vraiment un côté sauvage à ça qui est sympa, enfin moi j'ai trouvé très sympa à vivre. Donc ouais, moi j'ai adoré naviguer dans les mers du Sud. Même s'il fait froid. Oui. J'ai une question s'il vous plaît. Oui. Savez-vous comment se classe donc la voile dans les sports les plus pratiqués par les Français, quand on sait que il y a par exemple l'équitation, le golf, le tennis, le foot qui sont très très pratiqués par tous âges et tous sexes, oui. Et notamment au niveau des filles. J'avais fait quelques recherches avant votre intervention et j'ai vu que dans les 30 dernières années, il y a seulement une quinzaine de skippeuses, je crois, qui ont passé la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Mais sur cette quinzaine, il y en a quand même, sur cette quinzaine de participants, une dizaine qui a passé la ligne. Donc on constate qu'il y a peu de femmes, mais quand elles s'y mettent et à un niveau très professionnel, elles réussissent. Qu'a priori, peut-être la maternité les empêche de participer plus que les hommes ou pas. Est-ce que vous avez plus d'infos? Est-ce que la fédération encourage les filles à se mettre à la voile chez les enfants de plus jeune âge ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur cette participation filles-garçons? Ouais. Alors déjà, je vais dire un truc, c'est que la voile, c'est pas un sport de macho, parce qu'on est parmi les seuls sports où il n'y a pas de classement de sexe dans notre sport. Comme en rallye, je crois que Michel Mouton avait été champion du monde des rallyes à l'époque. Et Florence Artaud a gagné la Route du Rhum devant des perrons, des poupons. Et ça, je trouve ça plutôt génial. L'homme est l'égal de la femme, en fait, sur les classements, sur le départ. C'est une machine, un skipper. D'ailleurs, moi, j'aime bien parler de skipper. Le skipper, c'est pas féminin, c'est pas masculin. Et ça montre que les femmes ont tout autant leur chance que les hommes, parce que c'est pas qu'un sport physique, la voile, c'est un sport aussi mental. Il y a beaucoup de stratégie, il y a beaucoup de stress à gérer, il y a beaucoup d'anticipation, et bon, on sait que les femmes pour ça sont très fortes aussi. Et la voile aussi a créé des courses mixtes, notamment l'ancienne Transat AG2R qui est devenue, je ne sais plus son nouveau nom, mais qui est une course en double, équipage homme-femme. Donc la Fédération française de voile a vraiment poussé à ce qu'il y ait de plus en plus de femmes à faire du haut niveau en voile. Et c'est comme ça d'ailleurs que Charlotte Yvain, dont je parlais tout à l'heure, elle est arrivée quand même à faire deuxième de la solitaire du Figaro en solitaire et être championne de France de course au large en solitaire. Donc il y a de plus en plus de femmes qui arrivent à très haut niveau. Et moi je vois ça, c'est plutôt bien, voire très très bien. Et après la voile par rapport aux autres sports, je ne connais pas les chiffres du niveau de pratique de la voile. Le seul truc que je sais, c'est que les événements en course au large, pour certains, en termes de visibilité, de public qui viennent au départ,
ont des niveaux du même type que le Tour de France cycliste, par exemple. Il faut savoir que la voile fait partie des sports qui sont populaires parce que le spectacle est gratuit. On ne paye pas un ticket pour entrer dans un stade, pour aller voir la compétition. On va dans un port au Sable d'Olonne voir les bateaux partir, c'est gratuit. Le Tour de France cycliste, vous allez sur le bord de la route, c'est gratuit aussi. Et en plus, nos bateaux portent les noms des sponsors. Nous, directement, c'était Maître Coq. En vélo, il y a la FDJ. Voilà. Donc, la voile est un sport en fait très populaire au final. Et du coup, il y a un énorme retour auprès du grand public. Après, pour sa pratique, c'est vrai que la voile, c'est quand même fait en bord de mer. Donc, c'est sûr que les gens qui habitent à l'est de la France pratiquent un peu moins la voile que les enfants qui sont en bord de côte ici, par exemple. Mais je crois quand même le niveau de pratique, ne serait-ce qu'en vacances scolaires ou sur des séjours découvertes, c'est souvent le sport qui revient en tête de liste. Voilà, je posais la question par rapport à nos métiers, en fait. Si vous pensez que c'était une tendance à se maintenir, que ce soit un sport quand même pas mal choisi par les enfants et mis en avant par la Fédé, parce qu'on nous propose, nous, pour les séjours vacances ou scolaires. C'est génial, c'est génial. C'est génial de proposer aux jeunes initiation voile, découverte voile. Et en plus, moi j'ai fait des projets j'ai fait le Tour de France sur un projet de réinsertion qui s'appelait TEPACAP à l'époque. Et ça a été un projet génial parce qu'il y avait moi j'étais en équipe de France de voile. On était des leaders encadrés, des jeunes qui se réinséraient, qui avaient fait des conneries, etc. Et j'ai toujours remarqué que lorsqu'ils étaient sur un bateau, ils étaient beaucoup plus faciles à gérer par les éducateurs quand ils allaient à terre. Parce que la voile, lorsqu'on est sur un bateau, tout le monde est embarqué sur le même bateau. Ils sont plus dans leur zone de confort. Ils doivent s'adapter à la situation et puis surtout, ils savent qu'ils comptent sur nous pour les ramener à terre quand même. Donc il y a les égos qui redescendent un petit peu, quoi. Et en termes de cohérence de groupe, c'est génial. Moi, j'ai amené ici les joueurs du Stade de Rochelet avant la saison de rugby sont venus nous faire des stages de voile. En termes de cohésion de groupe, il y a beaucoup de choses dans la voile. Donc c'est quand même un sport assez génial pour toutes ces valeurs, pour toute cette éducation, pour cette découverte. Je trouve que c'est un super sport, bien sûr. Bonjour, je me pose la question. Qui ça, je sais pas, vous êtes ici. Pardon. Pour quelle raison vous vous êtes lancé dans cette logique de sport de haut niveau? Qu'est-ce qui vous a amené à aller chercher ce côté extrême, pourquoi vous faites ça? Je ne me suis jamais posé la question. Je sais pas. Non. Vous êtes allé chercher là-dedans, quoi. Moi j'ai toujours aimé les sports un peu d'adrénaline. Moi j'ai fait beaucoup de sports d'eau. J'ai commencé par la planche à voile, je faisais du funboard dans les vagues. Tous ces sports-là m'ont toujours plu. Je fais beaucoup de ski. Donc j'étais fan de l'émission Ushuaïa à l'époque. Enfin tout ça, c'est des trucs qui m'ont bercé moi quand j'étais jeune. Et j'ai toujours aimé le dépassement de soi. Mais je suis arrivé à la voile par hasard, puisque moi j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai travaillé au Pont des Chaussées après mes études. Et j'étais pas du tout, mes parents naviguaient pas, je savais vraiment pas que j'allais faire la course au large, mon métier, quoi. Et je crois que ce qui m'a influencé beaucoup, c'est la rencontre. J'ai eu la chance de croiser la route d'Yves Parlier, qui m'a appris sur son bateau. On a gagné la course de l'Europe ensemble, alors que j'y connaissais pas grand-chose. Et à force, je me suis dit, tiens, ce qu'il fait lui, pourquoi moi je le ferais pas? Et puis voilà, au fur et à mesure, petit à petit, j'ai commencé à construire un bateau pour la Mini Transat en 2001. Il se trouve que je gagne les 2 étapes de cette course qui ne s'était jamais fait. Et là, j'ai eu un choix de vie à faire. Est-ce que je continue à être ingénieur dans une carrière beaucoup plus fière? En plus, j'étais dans la fonction publique, tout était bien, chemin tracé. Ou est-ce que je vais faire de la course au large? Ou alors là, ça va être un peu compliqué l'avenir. Et voilà, je préférerais faire ça parce que j'ai trouvé ça génial et que c'était ma passion. Et j'ai la chance de travailler. Mon métier, j'ai eu du mal pendant longtemps à dire que c'était un métier parce que c'était ma passion, quoi, la course au large. Alors j'en vis, on est quelques-uns à pouvoir vraiment en vivre, mais au départ, c'était vraiment qu'une passion. J'ai jamais fait un plan de carrière en me disant je ferai courir au large, quoi. C'est toujours une passion aujourd'hui? Il y a eu des moments où vous avez perdu la passion? Non, c'est toujours une passion parce que là, ce qui est dur en ce moment, c'est que ce que j'ai vécu, on a parlé tout à l'heure des mers du Sud, de cette course en solitaire et tout, et je me dis, là, c'est quand même, j'ai un petit regret de ne pas y retourner quand même. C'est pas évident de dire, je m'arrête, je vais lancer un jeune, je vais me mettre en deuxième plan, parce que moi, ce qui me plaît, c'est d'être sur l'eau, bien sûr. Voilà, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de continuer à faire des courses en équipage ou en double, parce que je sais que ça va me permettre encore de vivre des bons moments sur l'eau. Ouais. C'est plus pour une anecdote, est-ce qu'il y a un moment qui vous a vraiment marqué sur une course du Vendée Globe ou un moment où vous vous êtes fait très très peur?
Peur, pas vraiment rétrospectivement. Des fois, on se dit, ouais, là, ça aurait pu être compliqué. Là, quand je me suis cassé la dent, par exemple, j'étais suspendu au bout de ma barre de flèche et j'avais un bout dans la bouche. Je n'ai pas ouvert la bouche, voilà. Sauf que j'étais en train de me tenir au-dessus de l'eau et avec ma longe. Donc là aussi, c'est un peu des situations scabreuses qu'on pourrait éviter. Donc là, on parlait tout à l'heure de la prise de risque ou de la doser. Là, j'ai pas très bien dosé le truc. Mais non, là où j'ai vraiment stressé, ça a été aussi quand on a fait demi-tour pour le sauvetage de Kevin Escoffier en 2021. Là. Parce que c'est jamais simple d'être tout seul sur son bateau, de savoir que le copain à côté il est en train de couler, de chercher toute la nuit, la mer est démontée, on sait qu'on va a très peu de chances de le retrouver au final. Donc c'est vraiment un coup de peau quand même qu'on a pu le ramener. Et donc là, ça a été c'est des moments durs à vivre. Et après, il y a eu le stress aussi quand je suis passé en tête au Cap Horn avec une énorme dépression. Et alors que le routage interdit, le météorologue du Vendée Globe m'a appelé quand même pour me demander si j'avais bien regardé les fichiers météo. Et je lui ai dit oui, mais si moi je m'arrête, Charlie Dalin est 200 000 derrière moi, donc il me rattrape et j'ai pas du tout envie, donc j'y suis allé. Et donc c'est plus du stress là, parce que j'avais préparé le bateau à affronter, j'ai eu jusqu'à 70 nœuds je crois, et je crois qu'ils annonçaient 10 mètres de mer, un truc comme ça. Une fois qu'on est dedans, la peur elle s'envole parce qu'on est dans l'action en fait. Donc voilà. Mais bon, c'est des moments un peu délicats. Ouais. C'est facile, les nœuds, il faut multiplier par 2 et on va enlever 10%. Donc ça fait à peu près 130 km/h, 125 km/h de long. Ouais. Vous dites que vous allez arrêter du coup, mais on dirait que vous n'avez pas envie en fait. D'arrêter? Mais non. J'arrête parce que je suis trop vieux. Non, j'arrête, c'est ce que j'expliquais. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en off. Moi, le Vendée Globe, ça a été, c'est mon Everest à moi, c'est ma Coupe du Monde, c'est mes Jeux Olympiques, voilà. J'ai gagné le Vendée Globe. Alors gagner, c'est dur, mais rester à haut niveau et continuer à gagner, c'est encore plus dur, quoi. Et quand on a connu ce shoot-là d'adrénaline, de victoire, je veux pas être déçu en fait. Et si je repars pour pas gagner, c'est ce qui m'arrive là sur le dernier Vendée Globe d'ailleurs. Donc j'ai vécu une super aventure, mais mon ego, moi personnellement, c'est quand même, ça me fait chier quand même d'arriver hors course, pas classé, et voilà quoi. Et je sais que pour regagner des courses comme ça, il va falloir racheter des bateaux neufs, il va falloir réinvestir, il va falloir faire encore énormément de sacrifices personnels. Moi ça fait 20 ans que je fais ça, et le temps il est passé super vite, j'ai pas eu le temps passer, et je dis cette vie-là à fond la caisse, elle est super et tout, mais à un moment donné il faut quand même, j'ai 52 ans, et je pense surtout que moi, je parlais d'Yves Parlier qui m'a beaucoup aidé à me lancer. Je pense que c'est maintenant à mon tour aussi d'aider les autres et les jeunes. Et voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et je le fais avec un peu de regret, mais l'horloge elle tourne et c'est comme ça, quoi. Ça on n'y peut rien. Jean Le Cam, il est toujours... Il arrête aussi. Ah ouais? Ouais. Mais Jean Le Cam, voilà, j'ai pas envie de continuer comme Jean Le Cam. Jean Le Cam, il a continué sur les bateaux à dérive, en disant qu'avec un bateau à dérive, on pourrait aussi être qu'un foiler, et c'est faux. Il le sait bien. Et notre sport est devenu quand même, faut voir aussi que la vie à bord de nos bateaux, notre cerveau il est bien fait parce que les difficultés les oublie. Une fois arrivé à terre, on veut tous y retourner, sauf que quand moi j'étais dans les mers du Sud à 25-30 nœuds à faire des sauts de vagues de 6 mètres, je me dis mais plus jamais, quoi, c'est fini. Le dos fracassé, les vertèbres, ça saute dans tous les sens. Moi je suis sanglé, maintenant j'ai des sièges comme en rallye avec des sangles et tout. Notre sport il s'est transformé, quoi. Donc je sais que si je veux finir une retraite avec un dos en place et tout, il va falloir se calmer un peu, quoi. Donc voilà, donc ça aussi, ça fait que la difficulté des bateaux fait que je vois pas Jean Le Cam faire du foiler pour le prochain Vendée Globe, quoi. Donc il faut savoir s'arrêter un jour. Il l'a dit officiellement? Ouais. Oui. Moi j'ai une petite question pratique parce que je n'y connais absolument rien à la voile. C'est bien. L'optimiste que je t'ai gagné, mais il faut en refaire. Techniquement, quand vous êtes couché, vu la taille de vos bateaux, vous faites comment pour remonter et repartir? Parce que là, pour moi, c'est... Il y a un truc maxi dans la... Ouais, en fait, justement, on a parlé de la classe IMOCA tout à l'heure. Les premiers Vendée Globe, je ne sais pas si vous vous rappelez les images avec les bateaux à l'envers et tout. Et on a vraiment évolué sur la sécurité pour que les bateaux ne restent pas à l'envers déjà. Donc on a des quilles pivotantes, on a des flottabilités, on a des tests de redressement qu'on fait pour que les bateaux ne restent pas à l'envers. Donc nos bateaux, normalement, ne peuvent pas se retourner s'ils ne perdent pas la quille. Jean Le Cam avait perdu une quille. Mais ils peuvent se coucher, quoi. Après, un bateau couché dans l'eau, moi ça m'est arrivé des fois où même j'étais en train de dormir ou dans ma banette, et je prends le temps, quoi. C'est-à-dire déjà j'essaie de ne pas réagir de façon impulsive parce que c'est un coup à faire
sur-bêtises et voilà. Donc j'attends un peu d'avoir bien retrouvé mes esprits, puis après, machinalement, je suis entraîné, je suis habitué, je sais ce qu'il faut choquer, ce qu'il faut... Voilà, j'ai des procédures dans la tête que j'ai déjà vécues ici au large de La Rochelle de façon volontaire, et je sais comment faire pour redresser mon bateau. Mais parfois, ça prend du temps, ça peut prendre 20 minutes, et quand on commence à marcher sur le plafond du bateau, c'est pas super, non. Attends, dernière question de la part d'Isabelle. Et moi, je me posais la question par rapport au sommeil. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à gérer le sommeil? Ouais. Ou le manque? Ouais, le manque de sommeil aussi. Alors, il ne faut pas trop être en manque de sommeil parce que il faut rester lucide, notamment pour ses choix météo. Donc, on essaie de se reposer au maximum. On est le seul sport, je crois qu'il n'y a pas de sport comme le nôtre, où on continue à faire sa performance sportive alors qu'on dort. Un pilote auto dans les 24 heures du Mans, il va se coucher, il ne dort pas dans sa voiture. Nous, on est vraiment les seuls où le bateau lance ses pleines balles sous pilote automatique, avec les alarmes qui sonnent, on essaie de dormir. Moi, pour ma part, je fais du sommeil, comme tout le monde, tous les marins, de sommeil fractionné. Et j'essaie de ne jamais dormir plus de 60 minutes. En fait, j'ai des alarmes toutes les 60 minutes pour me réveiller, pour vérifier déjà les vitesses du bateau, voir si je suis au potentiel max du bateau, voir s'il n'y a pas du trafic maritime. Voilà. Et des fois, ces 60 minutes, j'arrive pas à le faire parce que j'ai tellement d'alarmes dans le bateau. J'ai des alarmes de cas de chargement. Sur les foils, on a de la fibre optique, par exemple. Donc j'ai des alarmes qui vont sonner parce que ça tape trop, parce que le bateau ça tire trop sur certains haubans ou quoi. Donc il y a des alarmes qui me réveillent en permanence, en fait. Mais j'essaie de jamais dormir plus de 60 minutes et le plus souvent possible. Sachant qu'on dort mieux la nuit que le jour, on est comme les plantes. Le sommeil fractionné, c'est plus facile à faire la nuit que le jour. Et puis c'est en fonction de l'état de la météo, parfois on peut être en manque de sommeil parce que la météo fait qu'on peut pas, quand c'est chaud et tendu, des fois je vais pas dormir dans ma banette, mais je reste dans mon siège de veille en ciré et j'essaie de faire des petites somnolences qui me permettent de récupérer. Et ça s'apprend, ça, ou on le subit et on... Non, on le subit. Avec l'expérience, bien sûr, je me connais de mieux en mieux et j'ai l'habitude, donc je pense que je maîtrise un peu mieux le sujet, quoi. Mais non, moi j'avais fait un stage à l'hôpital La Rochelle juste pour voir les cycles de sommeil avec des électrodes. J'avais dormi 48 heures dans un hôpital où on voyait le sommeil léger, le sommeil paradoxal, le sommeil profond. Donc ça me donnait juste des timings de cycle, on a à peu près tous les mêmes. Et puis voilà, et puis après avec l'expérience, j'arrive à gérer ça. On arrive au terme de cet échange. Si vous avez d'autres questions, Yannick est avec nous pour le repas et vous nous revoyez pour certains pour la visite du chantier tout à l'heure. On a pu voir que nos univers sont finalement moins éloignés qu'il n'y paraît. On a parlé préparation, on a parlé gestion des risques et des imprévus. Vous avez montré que l'aventure ne s'oppose pas à la rigueur, que la liberté se construit sur de la préparation et que la confiance se gagne par la compétence. Alors que l'on prépare un tour du monde ou un séjour éducatif, avec des jeunes, les principes restent les mêmes. Anticiper tout sans tout contrôler, responsabiliser sans abandonner et surtout accepter que l'imprévu fasse partie intégrante de l'aventure. Vous avez parlé tout à l'heure de délégation des pouvoirs. Vous nous avez rappelé que ce qui fait grandir, que ce soit un skipper en pleine mer ou un jeune en séjour éducatif, c'est justement cette confrontation maîtrisée avec l'inconnu. Alors aventure et sécurité ne sont pas incompatibles, elles se nourrissent l'une ou l'autre quand on s'est préparé, anticiper, faire confiance. Vous avez dit, sans mon équipe, je ne suis rien. Il faut savoir accepter l'imprévu. Super conclusion. Bravo, bravo. Merci en tout cas. Vous avez écouté le podcast de l'Unocell, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.